Africa Backbone, on a eu deux partenaires stratégiques. Le premier projet Central Africa Backbone, c'était avec l'appui de la Banque mondiale où on a pu interconnecter la République du Congo avec la République sœur du Gabon. Et à travers cette connectivité, on a pu désenclaver, on va dire, la sous-région en communications électroniques. Et la deuxième phase de ce projet, African Backbone, c'est avec un autre partenaire qui s'est joint à nous, c'est la Banque africaine de développement. Et dans le cadre du deuxième volet du projet Africa Backbone, avec l'appui de la Banque africaine de développement, on a pu interconnecter la République du Congo avec le Cameroun, la République du Congo avec la République centrafricaine. Et à côté de cette connectivité sous-régionale, on est en train, en ce moment précis, de construire le Data Center national avec l'appui de nos partenaires, justement dans le cadre du projet Central African Backbone, volet Banque africaine de développement. On est en train de construire le Data Center national pour avoir la souveraineté de nos données stratégiques. On va dire ceci, que suite à la bonne exécution du projet Central African Backbone, volet aussi bien Banque mondiale que volet Banque africaine de développement, il y a d'autres partenaires qui ont voulu accompagner le Congo dans le cadre de sa digitalisation. Et ici, ils se sont appuyés justement sur la forte ambition du chef de l'État qui a fait de l'économie numérique un des piliers du PND 2022-2026. Et c'est le projet que nous avons déjà lancé, que nous sommes en train d'opérationnaliser avec les partenaires. C'est le projet d'accélération de la transformation numérique de notre pays. Ce projet a plusieurs composantes et a plusieurs partenaires qui nous accompagnent. C'est ça la spécificité. Et ici, on doit reconnaître que c'est grâce justement à la diplomatie économique du chef de l'État, mais aussi au-delà de ça, à sa vision. Parce que dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique, nous avons 3 partenaires stratégiques qui nous accompagnent dans le cadre de ce projet. Nous avons le premier partenaire, c'est la Banque mondiale, à hauteur de 100 millions de dollars américains. Le deuxième partenaire, c'est la Banque européenne d'investissement, à hauteur de 35 millions d'euros. Et enfin, le troisième partenaire, c'est l'Union européenne, mais à travers cette fois-ci un don de 15 millions d'euros pour accompagner l'accélération, la transition digitale de notre pays. Ce projet a plusieurs composantes, je vais en citer 2 essentiellement. La première composante de ce projet, c'est de désenclaver tout le territoire national et toute l'administration en communications électroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va apporter les communications électroniques dans tout le territoire national. On va faire en sorte que l'administration congolaise soit connectée. C'est la première composante. La deuxième composante, c'est la composante plateforme. Cette composante va permettre à ce qu'il y ait l'interface digitale entre le citoyen et l'administration. Par exemple, il y a des actes administratifs que le citoyen congolais, d'ici la fin de son projet, pourrait faire aussi facilement en restant chez lui. Comme aujourd'hui, on paye l'électricité, on paye ses chaînes de télévision, on paye son eau, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut payer même son billet d'avion sans se déplacer. Voilà. Donc, l'ambition de ce projet, c'est de connecter, de digitaliser notre administration, notre économie. Et là, on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent, ce qui revient à dire que les partenaires ont apprécié ou apprécient justement la forte ambition du chef de l'État qui est de faire à travers justement l'économie numérique qu'on puisse diversifier notre économie nationale. Bon, le FASU, c'est un autre projet. On a plusieurs projets comme ça. J'ai parlé des projets intégrateurs. Le projet Central Africa Backbone, c'est pour intégrer la sous-région Afrique centrale. Le projet d'accélération, c'est-à-dire que c'est les partenaires qui veulent nous accompagner dans le cadre de la digitalisation de notre administration. Mais pour que l'on puisse mettre en place cette gouvernance électronique, il faut que tout le territoire de notre pays soit connecté. Par contre, les opérateurs de téléphonie mobile, dans le cadre de leur cahier de charges, n'ont pas l'obligation de connecter les zones qui ne sont pas rentables. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. Parce qu'eux, ils font du business, on doit les accompagner dans leur business. Mais l'État, le gouvernement, a l'obligation d'offrir le même service à ceux qui vivent aussi bien dans les centres, dans les grandes agglomérations, je vais dire Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Oyo, que les personnes qui vivent, par exemple, dans les localités très reculées.
Par exemple, je prendrai l'exemple, par exemple, d'Abala. Les personnes qui sont à Abala doivent avoir le même service que ceux qui vivent ici à Brazzaville. Alors, le chef de l'État, en promulguant la loi qui a libéralisé le secteur des communications électroniques en 2009, le chef de l'État, à travers cette loi, nous avons pu extirper un article qui est en rapport avec les conventions internationales au niveau de l'Union internationale des communications pour mettre en place ce fonds d'accès pour le service universel qui permet, là où les opérateurs ne peuvent pas partir à travers le cahier de charges, nous, gouvernement, on y va, mais avec leur appui financier pour aller connecter ces zones. Et aujourd'hui, le FASUS, on peut dire en 3 ans d'exercice, en 3 ans, nous avons pu connecter 183 localités rurales de notre pays. Rien que pour l'exercice 2023, nous sommes à 43 localités qui ont été connectées en communications électroniques, mais aussi, nous connectons aussi ce qu'on appelle les établissements scolaires et universitaires à travers des centres multimédia. C'est-à-dire qu'on emmène l'Internet, on emmène l'informatique, c'est-à-dire l'instrument informatique, pour que nos jeunes puissent s'acclimater, s'habituer à cet outil. Et on emmène l'Internet dans ces localités pour que nos jeunes ne soient pas coupés avec l'extérieur du monde. Donc le FASUS, c'est carrément un projet, on va dire, local. Voilà. C'est un projet du gouvernement, c'est un projet, nous n'avons que nos partenaires locaux, c'est-à-dire les opérateurs ou les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'accès Internet qui sont dans notre pays, qui contribuent pour que tous les territoires de notre pays soient connectés en communications électroniques. Et vous-même, vous savez que lorsqu'on ramène les communications électroniques dans une localité, ipso facto, on ramène aussi ce qu'on appelle la monnaie électronique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des transactions électroniques qui se font à travers le téléphone portable. Donc, ça crée la valeur ajoutée dans ces localités. Et lorsque nos partenaires, justement, ont vu ce déploiement à travers le fonds d'accès pour le service universel de communications électroniques, ce n'est pas rien. On l'a dit à l'Union internationale de télécommunications, en 3 ans, 183 localités, ce qui correspond pratiquement à 250 000 compatriotes qui sont aujourd'hui connectés, qui n'étaient pas connectés, qui sont aujourd'hui connectés aux communications électroniques. La localité qui a pu bénéficier de cette politique, c'est par exemple Boignela, dans le département de la Likwala, qui n'était pas connecté, mais très enclavé, mais aujourd'hui, Boignela, non seulement elle est connectée à travers les communications électroniques, mais aussi les populations de Boignela bénéficient maintenant des transactions financières électroniques à travers ce qu'on appelle les mobile money, les RTL money et tout ce que nous connaissons dans notre pays. Donc ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de la ressource. Et nos partenaires, lorsqu'ils ont vu cette ambition, ils ont dit on va accompagner le Congo pour le déploiement de ce grand projet du chef de l'État. Raison pour laquelle, dans le cadre du projet d'accélération, on va faire muter toutes les antennes que nous avons connectées, parce que c'était des antennes qui avaient la voix et la 2G, c'est-à-dire ce que l'on appelle les USSD, c'est-à-dire que les codes que nous faisons pour transférer de l'argent. Mais aujourd'hui, notre ambition, l'ambition avec nos partenaires, c'est de faire muter dans les localités qui n'ont pas l'accès à l'Internet haut débit. On parle ici du haut débit, on ne parle pas de l'Internet, on ne parle pas du edge, comme on dit, on parle de l'Internet haut débit, que toutes les localités qui n'ont pas l'Internet haut débit puissent être mutées en Internet haut débit pour le bien, pour le bonheur de nos populations. Bon, nous avons plusieurs réformes en cours. La première réforme que nous avons mis en place, c'est l'économie numérique. L'économie numérique doit être encadrée. Et quand on parle d'encadrement de l'économie numérique, on parle des instruments de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est quoi? On va dire, c'est une économie qui est basée sur les plateformes. Mais pour avoir les plateformes, il faut avoir ce qu'on appelle les autoroutes de l'information. Voilà. Mais si vous avez des autoroutes, il y a plusieurs utilisateurs de cette autoroute. Donc, il peut y avoir ceux qui roulent dans les Jakarta, ceux qui font le mototaxi, ceux qui font les bus, ceux qui font les taxis, ceux qui font les véhicules utilitaires ou les véhicules personnels. Donc, il y a plusieurs types d'utilisateurs qui utilisent cette autoroute de l'information et de la communication. Quand on a une autoroute comme ça, il faut la réglementer. Et on a mis en place des lois qui réglementent la circulation sur ces autoroutes. Mais quand vous réglementez une circulation, on va dire comme ça, il faudrait qu'il y ait aussi des gendarmes.
Parce que lorsque quelqu'un enfreint la loi sur cette route, il faudrait que la personne soit sanctionnée. Donc, ce sont tous les instruments de l'économie numérique que nous avons mis en place. L'Agence du développement de l'économie numérique, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, parce que l'économie numérique, pour l'utiliser, il faut avoir des systèmes d'information, c'est-à-dire il faut avoir l'ordinateur portable, le téléphone portable, tous les instruments du système d'information. Et à côté, lorsque vous êtes lésé au niveau de l'économie numérique, parce que l'économie numérique, on parle des plateformes aujourd'hui, par exemple, on peut, au niveau des réseaux sociaux, émettre ou diffuser des informations qui sont personnelles, et des fois qui sont fausses. Mais ces informations, il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une législation qui va faire en sorte que lorsque ces informations fausses, qui sont personnelles, sont diffusées, que vous ayez la possibilité de faire que non, mais ces informations soient retirées, que vous ayez le droit, parce que l'économie numérique, nous avons le droit pénal classique qui légiférait sur ce qu'on appelle les infractions traditionnelles. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types d'infractions. Il y a l'infraction au niveau de l'Internet. Si vous n'avez pas une législation adéquate qui puisse réprimer les infractions de l'Internet, parce qu'au niveau de l'Internet, il y a des libertés individuelles. Nous, on appelle ça la gouvernance de l'Internet. Comment vous allez faire? Donc, c'est tous ces instruments. On a la législation. Il nous reste un instrument fondamental. C'est la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. Cet instrument, c'est l'organe que vous allez saisir lorsque vous êtes accusé à tort ou lorsque vous voulez faire prévaloir vos droits dans l'espace Internet. Voilà une ambition forte du gouvernement. Je peux vous assurer que le projet est déjà au secrétaire général du gouvernement et nous pensons que le premier chef du gouvernement, lorsqu'il fera en sorte que cette loi passe en conseil de cabinet, en conseil de ministres, on transmettra cette loi au niveau du Parlement. Il y a aussi l'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous utilisons les systèmes d'information. Lorsque nous émettons les données à travers les communications électroniques, les WhatsApp, lorsque nous diffusons par exemple, ou demain, lorsqu'on va demander sa carte nationale d'identité ou son certificat de nationalité, ou encore son acte de naissance à travers les communications électroniques, mais il faudrait que nous puissions avoir un organe qui puisse faire en sorte que lorsque nos systèmes d'information soient protégés, qu'on puisse se protéger, c'est comme on dit les pare-feux ou les antivirus, voilà. L'organe gros antivirus, si je peux prendre ce terme un peu trivial, c'est l'ANSSI, il faut l'opérationnalisation, et ici, il ne manque que la désignation des dirigeants de cette ANSSI, et nous pensons que les très hautes autorités à qui incombe la responsabilité de nommer aux très hautes fonctions nommeront des Congolais qui vont nous accompagner dans le cadre du déploiement, du développement de l'économie numérique. Mais je dois dire une chose aussi, et nous devons en être fiers. Le Congo a été choisi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour abriter ici à Brazzaville, au sein de l'Université Denis Sassou Nguesso, provisoirement, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne parle que de l'intelligence artificielle. Nous avons opérationnalisé ce centre et lorsque nous avons lancé les premières formations le 5 octobre dernier, nous avons pu avoir 600 Congolais et il y a quelques autres nationalités qui se sont inscrits afin de renforcer leurs capacités en intelligence artificielle, sciences de données et cybersécurité. Voilà, c'est du palpable. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre leur formation. Ce centre est opérationnel aujourd'hui. C'est notre challenge. Nous allons travailler pour faire monter ce centre en puissance et pour offrir à tous les Africains des formations de haut niveau qui feront en sorte que l'Afrique ne rate pas cette révolution, hein, comme on dit, la 4e révolution, parce que l'Afrique, notre continent, nous avons raté les précédentes révolutions, mais cette révolution, nous avons la base de cette révolution. La base de cette révolution, c'est d'avoir les autoroutes de l'information, c'est d'avoir ce que vous avez dit tantôt à travers le projet Central Africa Backbone et l'infrastructure de connectivité, c'est-à-dire la fibre optique. Mais je dois dire aussi une chose, je profite de votre micro pour dire que grâce justement à cette ambition forte du chef de l'État, aujourd'hui le Congo, on a pu faire atterrir à Pointe-Noire, au large de Matomi, le câble Tout Africa.
c'est le câble de Facebook. Le Congo aujourd'hui, on est parmi les pays où le câble de Facebook a atterri. C'est le plus long et le plus gros câble en capacité. Ça fait 45 000 km. Je crois qu'on est à 128 terabits par seconde, je crois quelque chose comme ça. On n'a jamais vu autant de capacité dans un câble fibre optique. Le dernier câble qui a atterri au Congo, c'était en 2003-2004, si ma mémoire ne me trompe pas. Mais après toutes ces années, aujourd'hui, on a pu faire atterrir ce câble dans notre pays à travers un consortium, c'est-à-dire qu'un partenariat public-privé et une société dénommée Congo Câble qui justement va assurer la gestion de ce câble à fibre optique. Donc voilà, c'est pour dire que l'économie numérique, qui est un pilier du PND, est en marche dans notre pays. Nous pouvons nous réjouir de cela. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent et nous pensons que nous allons relever les challenges qui ont été fixés par le président de la République à travers le plan national de développement 2022 et 2026.